l'histoire économique. Et dans ces théories qui ont été produites, alors on a déjà mentionné des théories particulièrement remarquables, que sont les théories racistes, les théories du déterminisme géographique et puis les théories culturalistes. Alors, je voudrais revenir une seconde sur le déterminisme. Alors, les théories racistes, je ne reviendrai pas dessus parce que j'ai rien à dire aux racistes, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Le déterminisme géographique, je voudrais quand même revenir dessus parce que j'ai probablement pas été clair. J'ai peut-être laissé entendre qu'il n'y avait pas de déterminisme géographique du tout. Alors, il est bien évident que vous n'allez pas faire des bananes au Groenland parce que ça ne pousse pas. Et donc, dans une certaine mesure, il y a un déterminisme géographique, c'est-à-dire qu'effectivement, vous ne pouvez pas cultiver du riz au milieu du Sahara. Si vous vivez au pôle Nord, il faut vous couvrir. Donc, il y a naturellement des formes de déterminisme géographique. Mais ce que je voulais indiquer, simplement, c'était que ces formes de déterminisme géographique n'impliquent en fait pas grand-chose du point de vue de l'organisation humaine. Parce que c'est pas parce qu'il fait plus froid que ça va structurer les relations de pouvoir à l'intérieur des sociétés humaines. En fait, donc, le problème du déterminisme géographique, c'est de montrer une espèce de causalité mécanique et totalement univoque, parce qu'en général, les gens qui sont les partisans du déterminisme géographique, ça donne des caricatures du style de ce que je vous avais raconté avec Rousseau là, dans le discours sur l'origine du langage, où il dit, bah voilà, au sud il fait chaud, donc on n'a pas besoin de travailler, tout pousse sur les arbres, on n'a qu'à se servir. Du coup, on est libre pour les relations sociales, et donc la première parole, ça va être « aime-moi », alors qu'au nord, la terre est aride, et elle n'est pas aride justement, mais elle est pauvre, il faut la gratter, il n'y a rien qui pousse que les lichens, c'est beaucoup de travail, donc il faut être solidaire, et donc les premiers mots, c'est « aide-moi ». Ça, c'est de la poésie, d'accord. En fait, j'aurais pu comprendre que c'était le contraire. À propos de ce propos, j'aurais pu comprendre que le Nord dirait « aide-moi » et le Sud « aide-moi ». Non. Les Européens du Nord, dont sont Rousseau, se vivent plutôt comme des gens industrieux, hein, comme des gens qui bossent. Alors Rousseau, il vient de la République de Genève, donc la République de Genève, c'est pas vraiment aime-moi, hein, c'est plutôt travailler sous le regard de Dieu. Mais non, mais tout ce que je veux simplement vous indiquer, c'est que ça, c'est de la poésie, d'accord. C'est-à-dire que c'est de la poésie dans la mesure où c'est un discours qui est bien écrit, qui est agréable à lire, qui est imaginatif, qui est tout ce qu'on veut, mais dont les points de contact avec la réalité sont ce qu'on veut bien qu'ils soient. Là, concrètement, il n'y a pas de mode de preuve de ce discours-là. Donc c'est un discours qui est à lui-même son propre critère, c'est ce qui est exactement la définition de la poésie. Donc, en revanche, ce que je vais admettre dans ma théorie de l'histoire, et vous avez tout à fait le droit de la discuter, mais c'est l'idée que la géographie comme l'histoire, ça détermine des conditions qui déterminent des probables. C'est-à-dire que concrètement, à un moment donné, les choses étant ce qu'elles sont, par exemple, il paraît peu probable que demain, la France devienne une dictature parce qu'il y a des institutions qui vont qui vont exercer des contre-pouvoirs s'il y a quelqu'un qui veut prendre le pouvoir. Donc, en termes de... Je vais vous donner la parole dans une seconde, mais ce que je veux simplement vous dire, c'est que les choses étant ce qu'elles sont, demain n'est pas déterminé de manière certaine, mais il est déterminé en termes de probabilité. C'est-à-dire que... Alors après, on va me dire, oui, mais le régime de Macron est une dictature. D'accord. Enfin, sur une échelle de 0 à 100, c'est pas 100 dans la dictature, le régime de Macron. C'est peut-être 20. Alors vous allez dire, non, c'est pas 20, c'est 88,3. Peu importe. L'idée est qu'un renforcement de la dictature en France me paraît peu probable, à la fois parce que les Français, pour l'instant dans leur majorité, ne sont pas absolument des fans de la dictature, parce qu'on a des institutions qui, bien qu'étant pas parfaites, comportent des contre-pouvoirs, etc. Donc ça ne veut pas dire que c'est impossible qu'il y ait une dictature demain. Ça veut simplement dire que c'est moins probable que le fait que ça continue avec le bordel. Je vous donne la parole. Pour le déterminisme géographique, il y a plus de ressources naturelles dans le sud que dans le nord. Ça dépend quel sud. Et ça dépend quel nord. La Russie, c'est quand même pas très au sud. Et en Russie, il y a de l'or, il y a de l'uranium, il y a du pétrole, il y a des trucs assez utiles quand même. En Europe, de l'Ouest. Oui, mais l'Europe de l'Ouest, il ne reste pas grand-chose, la raison étant principalement qu'on a tout épuisé. D'accord. Mais dans l'Europe de l'Ouest, il y avait des mines d'or. Hein. Le fait est que les mines d'or européennes, elles ont été exploitées rapidement. Voilà, donc, alors les dépôts d'or en Europe étaient peut-être moins importants qu'en Afrique du Sud ou en Russie. Mais, enfin, oui, il y a de l'or en Russie et il y a de l'or au sud de l'Afrique du Sud. Les hydrocarbures, c'est que en Afrique. Ah, nous, il y en a en mer du Nord.
Il y en a en Sibérie. Non, il y a... Beaucoup moins que Beaucoup moins, je dirais pas ça. En fait, ce qui se passe, c'est que, alors, vous avez raison de considérer que les hydrocarbures, dans la mesure où c'est en fait des plantes fossiles, d'accord, c'est des plantes qui sont entrées en putréfaction sous une très haute pression, d'accord, ça a donné des hydrocarbures. Donc on peut être tenté de penser que la biomasse est plus importante autour de l'équateur, sauf qu'en fait, les périodes de production d'hydrocarbures, c'est les périodes de réchauffement climatique. Donc c'est des périodes où, en gros, vous savez quand même qu'il y a des périodes où il y a plus des périodes dans l'histoire de la Terre où il n'y a plus de banquise. Toutes les glaces du pôle ont fondu. Donc les seules parties émergées, les seules terres émergées, c'est les montagnes. Les montagnes qui étaient beaucoup plus hautes qu'elles ne sont aujourd'hui. Donc de fait, les montagnes, il y a aussi l'Himalaya par exemple. Et l'Himalaya, c'est pas super au nord, c'est pas super au sud non plus. Voilà, enfin bref, donc tout ceci fait que le déterminisme géographique, on lui fait dire exactement ce qu'on veut. Donc que ça exerce des contraintes sur l'environnement à un moment donné, parce que de fait, vous n'allez pas vous n'allez pas pouvoir cultiver du blé au pôle Nord, ça va de soi. Vous allez plutôt manger des ours blancs que des antilopes parce qu'il n'y en a pas. Mais encore une fois, le fait que vous mangez des ours blancs, c'est pas ça qui va faire que vous allez être chamanique ou je ne sais pas quoi, ou que sais-je. Ça, bien sûr que si les Indiens d'Amérique sont chamanistes et que, enfin, en gros, qu'ils ont des chamans et que les gros animaux qu'ils voient, c'est des ours, ils vont développer un culte de l'ours. Alors que si les seuls animaux qu'ils voient, c'est des petits oiseaux, ils vont développer un culte des petits oiseaux. Mais la question, c'est pourquoi ils développent un culte, d'accord? C'est pas pourquoi ça se fixe sur un ours ou sur un oiseau. Du coup, le déterminisme géographique, c'est un peu l'histoire, donc vous savez, le sage montre la lune et l'imbécile regarde le doigt. C'est-à-dire que le déterminisme géographique, il va plutôt, si vous voulez, déterminer les modalités d'expression d'une tendance qui est une tendance construite humainement. Donc, en gros, les humains ont besoin de manger, donc le déterminisme géographique, il va faire que vous allez manger ce qui est cultivable dans le pays dans le climat où vous êtes. Mais c'est pas ça qui va déterminer que vous le faites que vous mangiez. Voilà. Oui. Une petite question relative à la révolution industrielle. Oui. Vous parliez donc du Japon qui a commencé dans le sud. Est-ce que concomitamment, les deux parties du globe, en fait, ont eu cette révolution industrielle parce qu'ils se sont copiés mutuellement, ou la révolution industrielle japonaise est purement... comment dire, ça, elle est purement copiée, oui, ça. Non, ça, dans le cas de la révolution industrielle, elle est purement copiée. Oui. Ah, d'accord. On a vu qu'ils copient à fond, c'est-à-dire que les daimyos du Sud avaient déjà commencé à importer avaient déjà commencé à installer des hauts fourneaux pour pouvoir faire des canons copiés des Anglais. Et puis ensuite, de fait, on importe des armes britanniques justement pour fabriquer des armes, pour lutter contre les Occidentaux. Et puis on décide de faire des chemins de fer. Et donc comment est-ce qu'on décide de faire des chemins de fer? On fait venir un ingénieur britannique et puis on lui demande de choisir l'écartement des rails et d'acheter du matériel en Angleterre qu'on va ensuite rétro-ingénierier, c'est-à-dire qu'on va ensuite copier, on parle français. Et puis on fait même venir des profs de droit de la fac de droit du Panthéon pour faire une copie du code civil, un peu code civil allemand, un peu code civil français. C'est-à-dire que oui, on copie. On copie et on copie longtemps. Et je vous ai dit, la caricature du Japon dans la France des années 70, c'est qu'ils sont bons qu'à copier. On continue, quand j'étais enfant, on continuait à raconter ça, que les Japonais, c'était des copieurs. Bon, alors, c'était d'autant plus drôle qu'ils faisaient des photocopieurs aussi, et des appareils photographiques. Depuis, ils ont quand même montré que la PlayStation 4, ils n'ont pas copié sur... ils n'ont copié sur rien, en fait. Voilà, c'est ça le truc. Depuis, ils ont fait du chemin, et de fait, ils sont sur la frontière technologique, à la fois du point de vue des technologies qui sont appuyées sur des sciences, mais du point de vue du design, par exemple, aussi. Ils ont copié sur les États-Unis pour leur révolution technologique. Oui, on a vu par exemple que... alors, il y a deux choses. Il y a l'organisation macroéconomique, d'accord? Donc on a vu que la force des Japonais, c'était qu'ils ne se développaient pas trop vite, parce qu'ils savaient qu'ils avaient une contrainte de financement. Et donc ils savaient mettre les priorités dans le bon ordre. Donc ils ont développé d'abord les transports. Ensuite, ils avaient une priorité militaire parce qu'ils sentaient qu'ils avaient besoin d'avoir une armée forte pour imposer le protectionnisme, parce que sinon, ils allaient être comme les Chinois ou comme les Indiens, ils allaient être battus. Et ils ont développé les industries de consommation pour eux, uniquement une fois qu'ils avaient développé l'industrie lourde, qui leur permettait d'avoir des armes et des transports. Donc, de fait, ils n'ont pas tout... Si vous voulez, dans l'organisation macro, ils étaient conscients du fait qu'il allait falloir qu'ils fassent un investissement macro, mais sur l'ordre dans lequel ils ont fait les choses, ils n'ont pas tout à fait copié. En revanche, sur les produits finis, on a vu que
ils copiaient quand ils trouvaient chez les Occidentaux un modèle qui leur plaisait. Donc, typiquement, les alternateurs électriques, ils ont pompé chez General Electric. En revanche, quand il y avait quelque chose qui ne correspondait pas à leurs besoins, donc par exemple, on a vu que pour leur marine, ils voulaient développer des porte-avions, et pour mettre sur les porte-avions, il leur fallait des avions qui étaient petits et légers pour avoir un rayon d'action important. Donc là, ils n'ont pas copié les avions américains, parce que les avions américains, c'est des avions qui sont gros et lourds, et ils pensaient que c'était mieux de faire des avions petits et légers. Et donc, ils ont développé leur technologie quand ça correspondait à ce qu'ils voulaient, en ayant toujours la même priorité, qui était d'abord l'armée, enfin, ou la marine. C'est une vraie civilisation. Est-ce que c'est à ce niveau-là que l'on peut jauger si une civilisation est réelle ou pas? Bah, je ne sais pas, mais ce qui est certain chez les Japonais, c'est qu'ils ne sont pas comme nous. Ouais. Ils sont à bien des égards pas comme nous du tout. Mais vous savez pourquoi je dis ça? Non. Parce que j'ai eu l'occasion, dans ma trentaine, de rencontrer des Russes, en l'occurrence dans mon magasin, et suite au merveilleux cours d'histoire que j'ai eu quand j'étais à l'école, je leur ai posé la question, mesdames, est-ce que l'URSS est une civilisation? Et vous savez le résultat? C'est intéressant, enfin c'est amusant et intéressant. Elles sont parties de mon magasin en n'achetant rien. Bon alors c'est pas le sujet, mais je pense quand même que l'URSS a joué un rôle d'intégration culturelle très fort, dans la mesure où aujourd'hui, quand vous allez en Ouzbékistan, vous pouvez parler russe. Et ça peut paraître idiot, mais les Japonais considèrent que vous êtes japonais à partir du moment où vous parlez japonais. Alors, ils ont l'air effroyablement racistes, parce qu'il est clair que, comment dire, c'est dommage qu'il n'y ait pas un Sacha Baron Cohen pour jouer à ça, d'accord, pour aller dans sa belle famille en se présentant à la belle famille japonaise comme étant le fiancé de la fille japonaise. Mais parce que de fait, les Japonais ont un côté très raciste. Mais le côté très raciste, il ne tient que tant que vous ne parlez pas japonais. Si vous parlez japonais, vous êtes japonais. Et ouais, non, mais je vous assure, c'est plus fort que vous ne le croyez. Bon, après, ça veut dire une chose. Parler japonais, il faut respecter les coutumes japonaises. Ce que je ne conseille à aucune femme de faire, d'accord? Parce que c'est quand même une organisation sociale extrêmement sexiste. C'est abominable. Les femmes doivent faire tout ce qui plaît aux hommes. C'est un peu pour ça que se sont acharnés sur Gon, parce qu'il ne parlait pas japonais. Oui, bien sûr. Je dis ça en rigolant, mais vous qui êtes un spécialiste, cette attitude, quand même, elle n'est pas tellement vis-à-vis de Gon, très démocratique. Le comportement que le Japon a eu sur Gon, alors j'essaie de trouver une. Et là, vous m'avez soufflé une solution. C'est parce qu'il parlait pas. Je vais faire comme on dit d'habitude, je ne commande pas les affaires en cours, et encore moins quand c'est des affaires personnelles. Mais pour en revenir aux soviétiques, il y a eu une véritable intégration culturelle qui fait que les gens qui n'allaient pas à l'école avant, ils ont été à l'école en russe et ils ont acquis une culture. Ils ont acquis une culture commune. Et quand on voyage dans l'ancienne Union soviétique, il reste quand même un truc assez étonnant. Voilà. Bon, là, il se trouve que moi, je parle russe, et donc ça me fait quelque chose quand on me récite du Pouchkine à Tachkent ou à Douchanbe. Voilà. C'est pas forcément votre cas, mais moi, ça me fait quelque chose. Voilà. Alors après naturellement, la manière dont ça s'est passé est aussi coloniale que celle dont on vient de parler. Parce que si on veut rentrer dans le détail, vous êtes tous au courant, je pense, de ce que les Chinois sont en train de faire aux Ouïghours du Xinjiang. D'un certain côté, ce n'est pas les Chinois qui ont commencé. Puisque, en gros, il y a eu une guerre importante, il y a eu une guerre qui a duré toutes les années 30, qu'on a appelé la guerre du Turkestan. Le Turkestan, c'est, comme son nom l'indique, le pays des turcophones. Donc le Turkestan russe, c'est le Kazakhstan, en gros, et le Turkestan chinois, c'est le Xinjiang, d'accord? Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des leaders nationalistes des deux côtés qui ont voulu organiser l'indépendance nationale des turcophones, même si l'un des trucs, c'est que les turcophones, ils sont en plusieurs groupes linguistiques, parce que les Kirghizes ne parlent pas le même turc que les Kazakhs, par exemple, d'accord?
Les Tadjiks, ils parlent persan, donc c'est encore une autre affaire. Et les Ouzbeks parlent encore autre chose, d'accord. Mais donc de fait, les turcophones ne sont pas tous d'accord. Et les Ouïghours ne parlent pas la même langue turque que les Kazakhs. Mais de fait, il y a, dans cette atmosphère quand même très révolutionnaire de la Chine dominée par les seigneurs de la guerre, de l'Union soviétique qui venait de connaître des années de guerre civile et où les régions périphériques s'étaient beaucoup éloignées du centre, les tendances centrifuges se sont manifestées par le fait qu'en gros, il y a eu des insurrections dans les années 30 qui ont donné lieu à quoi? Au fait que les Russes et les Chinois se sont frités par Turkmènes interposés, enfin, par turcophones interposés, et dans ces guerres turques, il y a eu plus de 500 000 morts. Il y a eu plus de 500 000 morts. Je ne suis pas certain que toute cette histoire-là soit parfaitement représentative de ce qu'est l'amour des Russes et des Chinois pour les peuples turcophones qui sont à leurs frontières. Voilà, pour aller vite. Bon, bref. Donc, de toute façon, mon idée, c'est pas de donner des bons ou des mauvais points. Que, de toute façon, une fois qu'on a compris que les humains, pour des raisons politiques, sont prêts à instrumentaliser leurs semblables, et que, en gros, si le vieux Kant nous dit que l'attitude morale, c'est de traiter autrui comme une fin et pas comme un moyen, en gros, à partir du moment où vous traitez les personnes humaines comme des moyens, vous êtes un salaud, point. Et donc, de toute façon, dans la politique où la fin justifie les moyens, vous traitez les gens comme des moyens, et c'est assez compliqué de pas faire mal. Donc, on va arrêter avec ce truc-là. De fait, il y a eu une culture soviétique qui s'est imposée de manière pas entièrement consensuelle, c'est le moins qu'on puisse dire, mais il y a eu une culture soviétique dont il reste quelque chose, et ce quelque chose, c'est le fait que les gens puissent communiquer parce qu'ils ont un langage et des références culturelles communes. Bon, je veux simplement indiquer, au bout du compte, que le déterminisme géographique, il me semble que c'est pas tenable dans le sens de il y a des conditions naturelles qui imposent un déterminisme tel que les sociétés humaines sont purement le produit du climat et du relief. Il me semble que, en gros, les formes dans lesquelles vont s'exprimer des aspects de la vie sociale seront évidemment déterminées par le temps qu'il fait, mais c'est pas ça qui fait qu'on maltraite les femmes ou qu'on les traite bien. C'est pas il fait froid donc je tape ma femme, ça n'a pas marché. Voilà. Non, il fait froid donc les mâles dominent les femelles. C'est pas un résultat du climat, ça. Voilà. Bon, donc de fait, le déterminisme géographique, ça détermine, c'est que certaines formes sont plus probables que d'autres, mais c'est certainement pas que la société est ce qu'elle est comme elle est et pas autrement. De la même façon, les théories culturalistes, c'est sûr que des gens qui ont été élevés à parler russe, il est plus vraisemblable qu'ils parlent russe quand ils seront adultes. Donc ça détermine un certain nombre de choses. Mais encore une fois, ça détermine que des probabilités. Voilà. Bon, donc ces théories-là, on les laisse de côté parce qu'on en a déjà parlé et on voit ce qu'il en est. On peut se demander donc s'il n'y a pas finalement d'autres explications possibles de cette grande divergence dont on a parlé. Et par exemple, vous avez évoqué la question du développement technique. On peut se demander s'il était parfaitement naturel que ce soit l'Europe qui soit le creuset du développement technique qui a donné la révolution industrielle. Alors, on a déjà traité le problème de manière indirecte quand je vous ai expliqué, vous savez que le roi de Naples s'était fait son chemin de fer, sa barque à vapeur et puis son parc d'attractions avec une machine à vapeur qui faisait fonctionner les manèges. Et donc le sujet, ce n'était pas tant la technique que la manière dont on l'utilisait. Et que si vous utilisez le chemin de fer pour que le roi puisse faire des promenades dans son jardin, c'est pas exactement la même chose que si vous utilisez le chemin de fer pour transporter des marchandises et des passagers. Parce que dans ce cas-là, ça fait gagner du temps à tout le monde, et donc ça libère de la force de travail pour faire autre chose. Alors c'est ça la révolution industrielle. C'est-à-dire qu'on économise du travail, et le travail qu'on économise, on l'emploie à produire autre chose. Et pour cette autre chose, on va trouver une demande solvable. Et donc l'idée, c'est que on économise du travail, mais ce travail, on l'emploie à produire une production qui est vendue. Alors que si la technique sert simplement pour que le roi fasse mumuse, c'est évidemment très bien que le roi fasse mumuse. Le roi s'amuse, vous savez, c'est important. Mais néanmoins, c'est pas ça qui est le cœur de la grande divergence. Voilà, donc on peut se demander pourquoi la technique ne s'est pas développée ailleurs. Et donc, par exemple, on peut considérer que si on regarde n'importe quel moment du Moyen-Âge, la Chine d'un côté et le monde arabe de l'autre sont très en avance sur l'Europe, d'accord, qui est une... C'est pour ça qu'on dit parfois en riant que l'Europe est une obscure péninsule du bout de l'Asie, parce que de fait, que vous vous placiez au 7e, au 8e, au 9e, au 10e, au 11e, au 12e siècle, les Européens, c'est des nazes. C'est des nazes pourquoi ? Parce que, d'un côté,
la civilisation islamique est beaucoup plus avancée, de l'autre côté, la civilisation chinoise est beaucoup plus avancée. Du point de vue de la civilisation chinoise, on sait tous que la poudre à canon, la boussole et le gouvernail des tambours, c'est pas nous, c'est les Chinois. Donc en gros, on n'aurait pas fait les grandes découvertes sans les Chinois, parce que vous naviguez pas très loin sans boussole et sans gouvernail des tambours. Le gouvernail des tambours, je vous rappelle, c'est que à l'arrière du navire, vous avez un gouvernail qui est assemblé avec la coque, et donc qui vous permet de tourner même quand il y a des courants forts. Avant le gouvernail des tambours, qu'est-ce qu'on faisait? On mettait une rame à l'arrière, et donc on orientait le bateau avec une rame. Mais ça, le problème, c'est que si vous avez un courant fort, vous ne dirigez plus rien de cette manière-là. Et donc, en fait, on n'aurait pas envoyé des gens en Amérique si on n'avait pas récupéré des Chinois leur technique de navigation. Ça, c'est une première chose. Comment est-ce qu'on a récupéré les techniques de navigation des Chinois? Souvenez-vous, un, Christophe Colomb, et deux, contact avec les Arabes. Justement, les Arabes, si on regarde l'état de la science arabe au 10e, au 11e, au 12e siècle, est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a que mathématiques, c'est certains mots grecs, mais algèbre, c'est pas du grec, algorithme, c'est pas du grec, ça vient de l'arabe. Si ça vient de l'arabe, oui. Ça n'a pas fait des Arabes la plus grande puissance du monde. Pardon? Ça n'a pas fait des Arabes une grande puissance. Non, mais le fait est que les Arabes, c'est un peuple. C'est pas, voilà, c'est pas une puissance en soi. Non, mais ce qui est certain, justement, alors, on peut se poser la question de savoir pourquoi les Arabes qui étaient les plus avancés scientifiquement au XIe, XIIe siècle ont été ensuite distancés. Mais on va quand même essayer d'en prendre la mesure et de comprendre comment ça s'est passé. Concrètement, ce que les Arabes avaient, c'était d'abord des maths, et en particulier un truc très important qui est la numération positionnelle, comme vous le savez, c'est-à-dire le fait qu'il y a une place qui indique les unités, une place qui indique les dizaines, une place qui indique les centaines, une place qui indique les milliers, puisqu'on compte en base 10. C'est l'acquis des Arabes. Alors la question du zéro est une question qui n'est pas totalement réglée, parce qu'on ne sait pas si les Indiens avaient ou non de zéro. Quand je dis c'est une question qui n'est pas totalement réglée, c'est-à-dire que régulièrement, il y a un historien des sciences indien qui dit si on avait le zéro. Bon, et donc c'est une question toujours en cours. Mais ce qui est certain, c'est que les Arabes avaient le zéro bien avant les Latins. Bon. Et vous savez que celui qui a ramené les chiffres alors il les a ramenés visiblement de la région de Bougie, en Algérie. En Europe, c'est un type qui s'appelle Léonard de Pise, Fibonacci. Le Fibonacci, c'était un fils de marchand, mais son père était déjà un marchand très matheux, il était intéressé à la comptabilité. Et donc c'est un fils de marchand qui a été à l'école en Algérie, enfin, dans ce qui est maintenant l'Algérie, pour apprendre à faire des maths. Et donc il est revenu avec les chiffres arabes, et puis pas seulement les chiffres arabes, parce que quand vous lisez son bouquin, d'abord son livre, vous savez, il s'appelle le livre de l'Abac. Le livre de l'Abac, c'est quoi? L'Abac, c'est toute méthode de calcul. Alors, il y a des abacs qui sont des abacs en dur, d'accord? Et de fait, de ce point de vue-là, les bouliers sont des abacs. D'accord? Les bouliers, comme vous le savez, ça permet de compter en base 5. Tiens, encore un truc amusant. Dans l'Union soviétique de mon enfance, enfin de ma jeunesse, en Russie, les gens comptaient avec des bouliers. Ça, c'est un aspect de la fusion culturelle Orient-Occident qui est propre à la Russie. Alors, je pense qu'il n'y a plus de bouliers en Russie. Mais là où c'était très étonnant, c'était que, bon, vous voyez, dans les années 80, enfin, je suis né en 71, d'accord, donc quand j'arrive en Russie à 16 ans, en 87, en Europe, on n'avait pas des ordinateurs partout, mais on savait ce que c'était. Et là, on voyait des ordinateurs nulle part, on voyait des gens qui comptaient sur des bouliers. On a l'impression d'une espèce de distance culturelle considérable. Sauf qu'en fait, quand vous regardez les gens qui comptent avec des bouliers, ils comptent aussi vite qu'avec des calculatrices. Parce qu'avec un boulier, vous pouvez faire des multiplications. Et donc, mais quand je vous dis les gens comptent avec des bouliers, aux caisses des supermarchés, les gens avaient des bouliers. D'accord? Ça fait, enfin, moi, ça m'a vraiment fait une espèce de je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça marche pas si mal. Ceci pour dire quoi? Léonard de Pise revient avec son boulier et sa numération en base 10, et il écrit un traité pour expliquer pourquoi c'est mieux de compter en base 10. Quand nous, on y pense, on se dit, oui, c'est vrai que compter en chiffres romains, c'est impossible. Essayez de faire une multiplication en chiffres romains. D'accord? Pour faire une multiplication en chiffres arabes, on sait comment faire. Puisqu'on décale, en gros, on écrit les deux nombres qu'on multiplie l'un au-dessus de l'autre, et puis ensuite, justement, on fait une ligne une ligne pour les unités, une ligne pour les dizaines, une ligne pour les centaines, et on les décale, et on sait faire comme ça. Seulement Fibonacci, il n'a pas cet algorithme-là. Il a une autre abac pour faire les multiplications. Ça marche certes mieux que les chiffres romains, mais quand on a appris à compter en chiffres romains, on compte relativement vite. Même si nous, ça nous paraît se faire des nœuds dans la tête. Ben, c'est un peu comme quand moi j'arrive et que je vois des gens avec des bouliers.
C'est monstrueux d'avoir des bouliers, oui, sauf que les mecs qui comptent plus vite que moi ont un calcul mental. Bon, donc de fait, c'est pas si monstrueux que ça. Alors, donc de fait, les Arabes ont une avance considérable, et quand on est un mec à la pointe de la comptabilité en Italie au XIIIe siècle, et je peux vous dire que la pointe de la comptabilité en Italie au XIIIe siècle, c'est la pointe de ce qu'on sait faire en Europe, on envoie son fils en Algérie pour qu'il fasse des maths. Bon, il y a aussi un truc qui est connu, qui est le livre de Al-Jazari, qui est le livre de la connaissance des mécanismes ingénieux, qui détaille une centaine de machines où il y a des pompes, des horloges, des automates, etc. Tout ça, c'est 1306. 1206, pardon. Donc c'est le début du XIIIe siècle. Et quand on dit des horloges, c'est l'époque où les horloges des Occidentaux sont complètement nulles. Alors je sais qu'on a retrouvé l'horloge d'Anticiter avec le mécanisme machin qui aurait été une horloge grecque. Enfin, en gros, on a trouvé un tas de rouille au fond de la mer et on n'en a qu'une et on se demande qui étaient les Grecs qui faisaient ça. Donc après, on dit oui, mais le Muséon d'Alexandrie. Vous savez qu'à Alexandrie, il y avait ce machin qui s'appelait le Muséon, qui a donné le musée en français. Et le Muséon, c'est une espèce de conservatoire des techniques. Mais en fait, l'héritage d'Alexandrie, c'est-à-dire l'héritage grec, bah, c'est les Arabes qui l'ont pris. Pourquoi? Parce que, enfin, qui l'ont pris, pas au sens où ils l'ont volé, mais au sens où ils en ont hérité. Parce que toutes les bibliothèques en Europe, elles ont été incendiées par les Burgondes, les Vandales, les Francs, les Alains, les Ostrogoths, les Visigoths, enfin bon, tous ceux qui ont fabriqué les Européens, qui de fait étaient un tout petit peu moins intéressés par la culture de l'Antiquité classique que les Arabes, quand ils arrivent à Alexandrie, ville grecque, enfin ville d'Égypte, mais où on parle grec, et où, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils trouvent le Muséum, ils trouvent la bibliothèque, et ils se mettent à lire les manuscrits, à les traduire en arabe, etc. Bon, et donc de fait, le truc amusant, c'est que les Européens redécouvrent l'héritage de l'Antiquité qui était chez eux, à travers les traductions en grec et en latin d'Aristote, par exemple, mais dont on n'a que les copies arabes, puisqu'on n'a plus les textes grecs originaux. Bon, alors, de fait, les Arabes sont beaucoup plus avancés du point de vue des maths, du point de vue des techniques, et du point de vue de la philosophie, qu'on considère le 11e, le 12e ou le 13e siècle. Bon, et puis après, il se passe un truc assez particulier. Il se passe un truc assez particulier dans l'histoire du monde arabe, qui est qu'il y a une réaction, qui est essentiellement le fait d'Al-Ghazali, qui est qu'il y a une réaction religieuse, puis après c'est Ibn Taymiyyah, et puis bon, tous ces penseurs qui sont en gros les penseurs qui vont construire le salafisme, qui consiste à dire que c'est un moment où il y a une crise sociale au Moyen-Orient. Cette crise sociale, comment est-ce qu'on fait? Enfin, la pensée de ces penseurs face à cette crise sociale, c'est en gros, si tout va mal, c'est parce que nos princes sont décadents, nos intellectuels sont décadents. Au lieu de considérer seulement la parole de Dieu, ils mélangent la parole de Dieu avec les écrits des infidèles, et c'est le bordel. Et ils font ce qu'ils appellent la philosophie. Moi, j'ai étudié la philosophie, mais la philosophie, c'est de la merde. En fait, il faut revenir au Coran original, il faut revenir juste à ce qu'a dit le prophète, et ce qu'ont dit les compagnons du prophète, et surtout pas s'embarrasser de tout le reste. Bon, et donc, de fait, il y a dans la culture arabe la naissance d'un courant salafiste au XIIe siècle. Alors, je ne dis pas qu'il prend le pouvoir, mais je dis qu'il va s'affirmer comme étant le courant qui va demander la rupture avec l'héritage antique. Et de fait, ce qui est étonnant, c'est que, alors que l'Occident va aller vers justement la découverte de ce que les Arabes ont sauvé des barbares, ben, le monde arabe, alors qu'il va stagner économiquement, il va stagner scientifiquement, et il va aussi renoncer à cet héritage culturel. Bon alors, je ne dis pas qu'il y a une causalité, je dis simplement que c'est comme ça que ça s'est passé. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, c'est pas parce que vous avez la technique à un moment donné que vous allez la garder. Donc, de la même façon que j'ai dit, le déterminisme géographique, ça donne des possibles, ben, l'histoire, ça donne des possibles aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous avez un niveau technique, c'est mieux pour pouvoir continuer à développer la technique. Mais si vous ne la développez pas, ben, l'étape suivante, vous aurez moins de chances de continuer à développer les techniques. Mais ce qui va faire que vous la développiez, c'est pas juste que vous avez c'est pas juste parce que vous avez des machines chez vous que vous continuez à faire des machines. C'est que vous avez des machines, vous faites des études pour vous en servir, ben vous avez la possibilité de les améliorer. Si vous faites autre chose, si vous préférez lire le Coran, vous n'améliorerez pas les machines. C'est tout. Et donc, alors, une société, c'est un truc complexe où il y a des gens qui lisent le Coran, et puis il y a des gens qui sont ingénieurs, et puis il y a des gens qui font de la politique, et puis il y a des gens qui font de la philosophie. Mais de fait, oui.
Oui, on peut faire les deux. Alors, il n'y a pas beaucoup d'exemples d'imams qui aient contribué à l'amélioration des techniques. Voilà. Maître scientifique et imam. Certes, mais il n'y a pas beaucoup d'imams qui ont contribué au progrès des sciences. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut choisir dans quel domaine vous voulez laisser un témoignage d'excellence. Vous pouvez être ingénieur et imam, il n'y a pas de problème en soi, mais vous ne pouvez pas être le meilleur théologien et le meilleur savant. Donc il y a un moment où vous allez choisir un côté plutôt que l'autre. Pas un côté contre l'autre, mais il y a un moment où vous allez choisir de vous consacrer à la recherche ou ou à l'ijtihad, d'accord. Vous allez choisir la recherche scientifique ou la recherche théologique. Voilà. Si vous faites les deux, vous allez plutôt être prof. Ce qui est pas mal, mais ce n'est pas exactement la recherche. Bon alors, donc, de fait, ce qu'on a vu, ce qu'on voit, c'est que les Européens partent de très loin, enfin ils partent de l'obscurité la plus complète, et puis il se passe quand même un truc en Occident qui ne se passe pas ailleurs, qui est la révolution technique. Et la révolution technique, concrètement, c'est quoi? C'est pas juste qu'on mathématise le monde, d'accord? Parce que ça, les pythagoriciens, ils mathématisaient le monde. Ils disaient la main a 5 doigts, l'homme s'inscrit dans un rectangle dont la base c'est 1 et la hauteur c'est 1 plus racine de 5 sur 2. Enfin bon, de fait, ils voulaient mettre des nombres partout, les pythagoriciens. Mais c'est pas ça qui fabrique une science. Le truc de la révolution scientifique, c'est on va faire des hypothèses, et puis on va confronter ces hypothèses à la mesure de la réalité. Et donc Galilée qui dit je fais tomber des billes, et puis mon hypothèse c'est que la loi de la chute de la bille c'est V égale 2GD. Et donc comment je fais ça? Je mesure le temps que la bille met à tomber, et puis j'écris une équation, et puis je regarde si quand je prends des mesures, ça ajuste l'équation, ou plutôt l'équation ajuste les mesures. Bon, et puis si ça ne marche pas, il faudra construire une autre hypothèse, et puis c'est comme ça que la science progresse, par confrontation des prédictions de la théorie aux résultats de l'expérience. Bon, et de fait, ça c'est plutôt une invention des Européens, qui ont continué de tenir avec ça. Bon, alors, considérez donc que finalement ce serait cette approche purement scientifique qui conduit au développement de la technique, qui conduit au développement technologique, qui conduit au développement économique. C'est un peu considéré que parce que vous avez des savants, tout est possible. Alors là où c'est fascinant, c'est qu'en fait ça rejoint un mythe antique d'ailleurs qui est le mythe de Prométhée. Vous connaissez le mythe de Prométhée chez les Grecs. Prométhée, c'est un des dieux. Les dieux, ils étaient sur l'Olympe, ils avaient le feu, et puis ils regardaient les hommes qui étaient en bas, là, qui se caillaient, et puis qui bouffaient des graines et de la viande crue, et ils se marraient en disant ils sont cons les hommes, et ils gardaient le feu pour eux. Et puis il y a l'un des leurs qui a piqué le feu et qui l'a amené aux hommes. Alors là, les dieux, ils n'étaient pas contents, parce qu'une fois que les hommes ont le feu, ils peuvent se croire des dieux. C'est bien le truc. C'est-à-dire que la technique, en général, ça fait que les hommes se croient être des dieux. Oui. Oui, pardon, c'était un titan, mais j'entends. Il partageait avec les dieux d'être immortel. Bon, vous avez raison. Mais les deux aspects importants du mythe, c'est que, si les dieux ne voulaient pas filer le feu aux hommes, c'était parce que quand les hommes ont le feu, ils se croient des dieux. Donc c'est l'idée qu'une fois qu'on a la technique, on oublie les contingences qui sont les nôtres. Et donc on croit aussi que finalement c'est la technique qui résout tous les problèmes, c'est ça d'être dieu. Et puis les dieux, ils soumettent Prométhée à une peine qui est, vous le savez, d'avoir le foie dévoré par un aigle tous les jours. C'est bon ça. C'est-à-dire que de fait, la technique, vous croyez que ça résout tous les problèmes et ça en crée de nouveaux. Bon. Ce qui ne veut pas dire que la technique c'est mal. Ce qui veut dire que la technique c'est ce qui crée l'histoire. Alors c'est ce qui crée l'histoire puisque vous utilisez la technique pour résoudre un problème, ça crée un autre problème qu'il faut résoudre. Vous utilisez une technique qui va créer un autre problème et ainsi de suite, d'accord ? Vous n'avez pas d'électricité, vous faites une centrale nucléaire, ça produit de l'électricité, mais ça produit des déchets radioactifs. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête de faire de l'électricité ou on traite les déchets radioactifs? Si on arrête de produire de l'électricité, on revient à un statu quo ante et on éteint la civilisation. Si on traite les déchets radioactifs, ça va créer des nouveaux problèmes et ainsi de suite. Alors, on peut créer de l'électricité autrement, mais ça fait des gaz à effet de serre et ainsi de suite. Donc vous voyez que le problème de la technique, c'est que ça inscrit dans l'histoire, dans un truc dont on ne voit pas la fin. Bon, mais en fait, le mythe de Prométhée, pour fascinant qu'il soit, justement, le truc, c'est que ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est pas Prométhée. Prométhée, c'est juste un mythe. C'est le fait qu'une fois qu'il y a un gars qui s'est retrouvé avec un bout de feu, il a fallu qu'il en fasse quelque chose.
Et ce quelque chose, ce qu'on en a fait, c'est justement l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que ce n'est pas la technique en soi qui est intéressante, c'est l'usage social et technique. Et l'usage social et technique, ça veut dire concrètement comment est-ce qu'on va utiliser les techniques de manière à la fois rentable, c'est-à-dire qui va permettre, pourquoi rentable, pas pour gagner du pognon, mais simplement pour que ce soit justifié, pour que ça puisse continuer. Et puis socialement acceptable. Parce que si j'ai pris l'exemple du nucléaire, c'est que c'est quand même une des grandes questions qui va se poser. C'est-à-dire concrètement, on a un problème de réchauffement climatique, on utilise ou pas le nucléaire? Alors les Allemands ne veulent pas, les Français veulent. Enfin, les Français. Je ne dis pas que tous les Français veulent, je ne dis pas que tous les Allemands sont contre. Mais en gros, majoritairement les Allemands sont contre, et majoritairement les Français sont plutôt pour. Je dis, en Allemagne, c'est empopiné entre guillemets par tous les écolos, par les quelques écolos qui sont complètement... Je vous confirme que les Allemands sont majoritairement contre le nucléaire. Et que les Français sont majoritairement pour. Et donc le problème, ça va être de nous mettre d'accord. Parce que si on veut aller dans la même direction, il faudra quand même qu'on se mette d'accord sur un certain nombre de trucs. En gros, si on veut réduire les émissions de gaz à effet de serre, il y a plein de façons de le faire. Mais ce qui est certain, c'est qu'on sait qu'il va falloir qu'on réduise drastiquement les émissions de carbone. Bon, donc une des possibilités, ce serait de dire on continue à produire de l'électricité nucléaire, comme ça on a du carbone pour faire autre chose. Si on ne fait pas ça, il faut réduire encore plus la production de carbone. Donc en particulier, il ne faut plus prendre l'avion, il ne faut plus manger de viande, etc. Bon, plus manger de viande, ça me pose un problème pour la cuisine française qui est au patrimoine mondial de l'UNESCO, vous savez. Puisque sans viande, la cuisine française, c'est plus tout à fait pareil. Bon, non, donc blague à part, vous voyez bien que la question de l'acceptabilité sociale, c'est quand même une question fondamentale. Mais on le voit parce qu'aujourd'hui, on sait très bien faire du clonage humain. D'accord ? Le problème, c'est, enfin, on sait très bien faire je ne dis pas que c'est bien, on sait faire du clonage humain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des riches qui voudraient payer pour pouvoir se faire des clones d'eux-mêmes, pour que quand ils seront morts, on puisse réactiver le clone d'eux-mêmes. Bon, aujourd'hui, on considère que ça, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable de faire du pognon là-dessus. Pourtant, il y a des boîtes américaines, qui sont prêtes à avoir un modèle économique rentable sur le fait de photocopier les humains. Voilà, pas avec une imprimante 3D, mais avec... Vous prenez des cellules souches, vous prenez des donneuses, vous injectez le matériel génétique qu'il faut dans un embryon, et puis c'est parti, vous fabriquez un fœtus et puis un humain qui sera exactement le même. Alors après, c'est pas sûr que son système nerveux soit connecté de la même façon. Parce que ça, on sait quand même que les connexions synaptiques, elles se font avec l'histoire de la personne. Mais n'empêche qu'il y aura le même matériel génétique. Et donc il y a des dingues qui sont prêts à payer pour ça. Mais socialement, c'est pas acceptable. Donc, un autre exemple, évidemment, c'est qu'il y a un moment crucial dans l'histoire européenne où on aurait pu partir sur une autre trajectoire, c'est à la fin des guerres napoléoniennes, quand les ouvriers, quand les troupes anglaises sont démobilisées et quand il y a du chômage en Angleterre, vous vous souvenez, il y a des ouvriers luddites qui se mettent à casser les machines. Si on avait cassé toutes les machines, on aurait arrêté la révolution industrielle. Pourtant, ce n'est pas ce qui s'est produit. Donc, de fait, la question de l'acceptabilité sociale et de ce qu'on peut faire des machines, c'est ça qui est fondamental. C'est-à-dire que concrètement, la raison pour laquelle l'islam, enfin les pays musulmans qui étaient en avance sur les pays européens se sont laissés rattraper, c'est que finalement, socialement, ça ne les a pas intéressés de développer les techniques. Et la raison pour laquelle les Européens ont continué de progresser, c'est parce que socialement, ça les a intéressés de mettre en œuvre des techniques dans la production. Des techniques que dans les pays arabes, on ne mettait pas en œuvre. Justement parce qu'on considérait que soit ça n'en valait pas la peine, soit ça ne se faisait pas. Bon. Et donc, tout ça pour dire que le sujet des techniques est un sujet intéressant, mais le sujet des techniques est, comme on le voit, surdéterminé par l'acceptabilité sociale, donc par les mentalités, les représentations. Alors, on va être tenté de revenir à l'explication culturaliste. Mais l'explication culturaliste, c'est une explication fixiste. Ce que je veux indiquer encore une fois, c'est que l'état de la technique, à un moment donné, c'est des options sur l'avenir. Mais puisque vous pouvez avoir de la technique et régresser, vous pouvez avoir de la technique et progresser, vous pouvez avoir pas beaucoup de technique mais progresser quand même, etc. C'est des options sur l'avenir. Et ce qui va déterminer la façon dont ces options vont se concrétiser, c'est quoi ? C'est quelles sont les institutions humaines qui vont permettre de mobiliser de l'argent pour l'investissement productif, qui vont permettre de mobiliser de l'argent pour la recherche scientifique, qui vont valoriser la recherche scientifique. Parce que si vous payez bien les chercheurs, les gens vont aller faire de la recherche. Souvenez-vous par exemple, ce qu'on a dit sur le fait qu'après la guerre,
tout le monde a voulu, enfin, essentiellement, les Américains, les Russes, les Français, un peu les Suédois aussi, ont récupéré des savants allemands. Et la question se posait de savoir quelles incitations on donnait aux savants allemands. Donc les Russes, culture soviétique, ils ont été les chercher avec des fusils d'assaut en leur disant si vous venez pas on vous tue, d'accord. Les Américains ils ont dit venez en Californie, vous verrez c'est confortable, on vous paiera bien et on vous donnera un budget de recherche. Donc ils faisaient appel aux gens qui avaient envie, qui avaient envie de faire de la recherche. Les Français ils leur disaient bon écoutez nous on n'a pas autant de pognon que les Américains mais en mode je paierai. Donc on faisait appel à la qualité de vie. Et puis les Suédois, bon, ils ont fait autre chose, mais parce que de fait, les Suédois ont récupéré des ingénieurs Messerschmitt pour le développement des avions arabes. Bon, donc de fait, vous voyez que ce qui a déterminé l'effort de recherche, c'est justement l'effort que les pays ont fait pour la recherche. Et en Russie, cet effort, c'est plutôt un effort. Alors, il y a aussi des incitations, c'est que de fait, les savants qui acceptent de venir dans les clusters de recherche scientifique bénéficient davantage en termes de salaire, etc. Mais oui, il n'y a pas que le pognon, il y a aussi les budgets de recherche, la qualité de vie, l'environnement social, la valorisation du métier de chercheur. On vous donne du pognon, mais on vous tape sur la gueule en vous disant que vous êtes le dernier des cons. C'est pas exactement la même chose que si on vous invite à manger avec le président de la République et on vous tresse des couronnes de fleurs. Enfin, c'est aussi bête que ça. Là, c'est plutôt la thèse de comment New York vola l'idée d'art moderne, l'idée de Guilbeault, qui est l'auteur de ça. C'est de dire que New York n'a pas volé l'idée d'art moderne, New York a simplement attiré les artistes après la guerre, pas seulement parce qu'ils avaient des commandes qui leur apportaient de l'argent, mais aussi parce qu'ils avaient des gens qui les aimaient, qui étaient contents de discuter avec eux et de les traiter bien. Alors qu'à la même époque en France, les artistes n'avaient rien à bouffer. Ils n'avaient rien à bouffer et quand ils peignaient, on disait encore à peinturer vos croûtes là, qu'est-ce qu'on en a à foutre, nous on a faim. C'est pas exactement valoriser leur activité. Donc, les techniques, oui, mais les techniques, il doit aussi y avoir un environnement favorable à leur développement. Et l'environnement favorable à leur développement, c'est pas juste filer du pognon aux chercheurs, c'est aussi leur donner une place telle que ils sont estimés et valorisés dans la société. Bon. Alors, une autre manière de voir les choses, c'est de dire, puisque ce qui est important, c'est les mentalités, les représentations, les attentes, ce qu'on ne va pas appeler la culture, parce que il y a dans la culture une espèce d'idée fixe, d'accord, l'idée que la culture c'est un invariant qui ne change pas, alors que les mentalités et les représentations sont des choses qui changent. Donc si on dit ce qui importe c'est les mentalités et les représentations, bon, celui qui a eu un rôle particulier dans le développement de l'idée selon laquelle c'est justement les mentalités et les représentations qui ont un rôle important dans le développement, c'est Max Weber. Donc Max Weber, il pense que l'Europe se distingue du reste du monde par une croissance accélérée, certes, mais cette croissance accélérée, elle est surtout accompagnée par une transformation sociale radicale. Et cette transformation sociale radicale, c'est quoi ? Pour lui, c'est une rationalisation. C'est-à-dire qu'en fait, tous les aspects de la vie sociale sont soumis à la raison. Bon, et pour étudier tous les aspects de la vie sociale, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va avoir une méthode compréhensive. Alors compréhensive, c'est pas qu'il montre, c'est pas qu'il est compréhensif, d'accord ? C'est pas qu'il est gentil. Compréhensif, c'est dans le sens latin originel, d'accord ? Comprendere, c'est tout attraper. Après, la préhension, c'est le fait d'attraper, et le préfixe cum, qui désigne l'association, c'est le fait d'avoir une méthode qui attrape tous les aspects de l'objet en même temps. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? En fait, ce qu'il fait, c'est que... Alors, c'est un drôle de mec, Max Weber, parce que il a écrit une histoire économique, et quand vous lisez son histoire économique, il n'y a pratiquement aucun fait historique dedans. Et il y a beaucoup d'histoires du droit, en fait, et il y a une espèce de réflexion sur des concepts théoriques, qu'il va appeler des idéotypes. C'est-à-dire que, plutôt que d'aller regarder une série de faits, il va concevoir des concepts dont il dit que ça capture les aspects pertinents de ce qu'il essaye de dire. Bon, alors, qu'est-ce qu'il fait ? Justement, lui, il a un idéaltype de société moderne et un idéaltype de société traditionnelle. C'est à ça que vous reconnaissez les Weberiens. Les Weberiens, parce qu'il y a eu beaucoup de disciples de Max Weber, ils vont toujours chercher la rupture entre la société moderne et la société traditionnelle. Bon, alors, c'est quoi la société traditionnelle ? La société traditionnelle, c'est occidental, c'est la société médiévale, avec le rôle de l'Église, le rôle des élites terriennes. Bon, et en fait,
la différence entre la société moderne et la société traditionnelle, c'est quoi? C'est pas qu'il y a un truc, c'est pas que le 14 juillet 1789, il y a la Révolution française, et le 15 juillet, les Français se réveillent dans une société moderne où les idoles sont tombées. Donc bien sûr que le processus de transition est un processus long, où il reste l'Église, mais ce qu'on voit, c'est que l'Église perd petit à petit son rôle politique au profit d'un rôle symbolique et d'un rôle purement spirituel, et qu'elle perd son pouvoir temporel. De la même façon, les élites nobles, alors en France, il y a une rupture dans la mesure où comme on en raccourcit un certain nombre, déjà ils ne sont plus là. Les autres, ils s'en vont en Angleterre ou en Belgique le temps que ça se calme un peu, et puis ensuite ils reviennent, quand les Bourbons reviennent, et donc l'aristocratie se reconstitue en France. Mais l'aristocratie qui se reconstitue, de fait, elle a perdu une partie de sa superbe, d'abord parce que tout le monde sait qu'on peut s'en débarrasser, ensuite elle ne possède plus toute la terre, comme c'était le cas avant, et puis de fait, surtout, elle a perdu ses droits seigneuriaux. Concrètement, l'aristocratie elle avait des droits seigneuriaux, c'est que je vous rappelle quand même que jusqu'en 1789, les seigneurs sont en mesure de prélever des impôts sur leurs paysans. Là, c'est fini. Donc les aristocrates de 1815, ils ont des châteaux, ils ont des terres, ils considèrent les paysans comme leurs serfs ou pas loin, mais ils ne leur font plus payer la taille. Et donc, de fait, c'est ça qui a changé. Donc, et non seulement ça, il y a un changement qui est graduel du point de vue des institutions, mais dans les mentalités, il va de soi qu'on est passé dans un truc démocratique. Et de passer dans un truc démocratique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que désormais, le pouvoir politique est soumis à délibération et non plus à l'arbitraire d'un seul qui est le souverain. Et pour Weber, c'est ça la modernité. C'est que tout passe sous le pouvoir de la raison et de la délibération. Bon, alors, si on veut aller plus loin, on va regarder un peu ce que Weber nous raconte. Bon, donc ces deux trucs fondamentaux, ces deux textes fondamentaux, c'est l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, que vous connaissez probablement, mais qui est un peu connexe, parce que l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, c'est une illustration. Weber se dit, mais en fait, le protestantisme a joué un rôle dans la rationalisation, puisque c'était la rationalisation de la religion. Et ce qu'on remarque, c'est que les gens qui rationalisent la religion, ils rationalisent en même temps leur activité économique. Alors pourquoi ils rationalisent la religion, les protestants? Parce que je vous rappelle que dans le catholicisme, c'est une forme de sunnisme. C'est-à-dire que dans le catholicisme, c'est la tradition qui importe, et pas la réflexion individuelle sur les questions théologiques. Pourquoi c'est la tradition qui importe? Parce que, en gros, il y a des textes sacrés, la Bible, mais les textes sacrés, tout le monde n'est pas en mesure de les comprendre. Ils ont d'abord été lus par les pères de l'Église, et donc les textes des pères de l'Église donnent l'interprétation canonique des textes sacrés. Un peu à la manière dont la Sunna permet d'interpréter le Coran. Alors que les protestants, ils considèrent que chacun... Donc ce qui fait que, dans l'Église catholique, du moins avant Vatican II, ça a un peu changé quand même depuis une cinquantaine d'années, c'est pas la peine de traduire ni les textes religieux, ni la messe, on laisse tout ça en grec ou en latin, parce qu'en fait, il n'y a pas besoin que les fidèles comprennent, les pères de l'Église ont compris pour eux. Ce qui n'est évidemment pas le cas du Coran, puisque les fidèles sont censés parler arabe dans la religion musulmane. Mais en revanche, les protestants, eux, ils considèrent qu'il faut traduire la Bible pour que chacun puisse accéder à la Bible dans sa langue, pour pouvoir lire la Bible et réfléchir sur la Bible, et rationaliser la Bible. Donc c'est bien ce processus de rationalisation qui distingue la conception moderne de la religion, où je suis capable de lire le texte et je suis capable d'en discuter, de la conception traditionnelle de la religion, où je reçois une tradition et je ferme ma gueule. Et quand je vais à la messe, je ne comprends rien, parce que le prêtre, il parle à voix basse et en latin. Un, je ne parle pas latin, deux, je n'entends pas ce qu'il dit. Mais ce qui fait que le rituel catholique d'avant Vatican II, c'est un rituel magique. C'est-à-dire les fidèles, ils sont là dans l'église, et puis ils voient que le prêtre fait des trucs, mais ils ne comprennent pas. Et c'est pas grave qu'ils ne comprennent pas. C'est pas important. Alors que pour les protestants, justement, c'est important qu'ils comprennent. Mais ça, l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, c'est constater que ceux qui rationalisent la religion rationalisent en même temps l'activité économique. C'est un aspect des choses, c'est une espèce de clin d'œil, donc qui a été démonté 25 fois. Dans l'économie de société comme dans l'histoire économique, ce que Max Weber explique, c'est comment le capitalisme est venu transformer la société traditionnelle. Et donc ce que le capitalisme a de moderne. Et surtout l'idée que, en fait, la modernité est inséparable du capitalisme. Et donc le capitalisme, c'est pas une espèce de truc adventice
qui serait venu se greffer sur l'histoire de l'humanité. C'est l'essence même de la modernité, c'est-à-dire de la rationalisation des relations sociales. Pourquoi? Parce qu'il y a capitalisme là où les besoins d'un groupe humain qui sont couverts économiquement par les activités professionnelles, le sont par la voie de l'entreprise. Il y a capitalisme là où les besoins d'un groupe humain qui sont couverts économiquement par des activités professionnelles, le sont par la voie de l'entreprise. Il y a des besoins qui ne sont pas couverts économiquement. Il y a des besoins spirituels, vous avez besoin de vous dire que une fois que vous serez mort, il se passera des trucs pour vous, vous avez besoin de vous dire que tout ce que vous faites a un sens. Ça, ce n'est pas des besoins qui sont couverts économiquement. Alors si, vous pouvez aller payer des charlatans pour vous raconter des histoires, c'est une autre affaire. Mais de fait, le besoin dont il est question, ce n'est pas un besoin économique au sens où c'est pas manger. Bon, donc le capitalisme, c'est quand les besoins d'un groupe humain sont couverts par la voie de l'entreprise. Plus spécialement, une exploitation capitaliste rationnelle est une exploitation dotée d'un compte de capital, c'est-à-dire une entreprise lucrative qui contrôle sa rentabilité de manière chiffrée au moyen de la comptabilité moderne et de l'établissement d'un bilan, qui ne fut requis pour la première fois qu'en l'an 1608 par le théoricien hollandais Simon Stevin. Alors, Simon Stevin, c'est un drôle de mec, c'est un Néerlandais qui était en fait à la fois matheux, ingénieur militaire, architecte, etc. Et naturellement, comme tout ingénieur militaire qui se respecte, il doit tenir les comptes de ce qu'il fait, et donc c'est aussi un théoricien de la comptabilité. C'est-à-dire que quand il fortifie une place, il ne le fait pas avec des moyens illimités, donc il fait un budget prévisionnel, et puis ensuite il vérifie que la comptabilité, le compte d'exploitation, ou le compte financier est conforme au budget prévisionnel qu'il avait fait. Bien, donc il est évident qu'une entreprise économique particulière peut être l'objet d'une orientation capitaliste à des degrés très divers. Dans certains secteurs, la couverture des besoins peut être organisée de manière capitaliste, et dans d'autres, où elle le sera de manière artisanale, ou dans le cadre de et pas dans d'autres, où elle le sera de manière artisanale, ou dans le cadre de la seigneurie foncière. Ainsi, Gênes, la ville de Gênes, qui est une république italienne, entreprit-elle de bonne heure de couvrir une partie de ses besoins d'État, la conduite de la guerre, de manière capitaliste, et au moyen de sociétés par action. Les Maona, c'est des sociétés en commandite en fait, qui sont formées pour exploiter les richesses de Chypre. Bon, dont la question se pose de savoir si c'est les premières sociétés par action avec une personnalité morale de l'histoire. Dans l'Empire romain, la population de la capitale était approvisionnée en céréales par des fonctionnaires qui, pour accomplir leurs tâches, pouvaient aussi disposer, en plus de leurs subalternes, de prestations de sociétés de transport, de sorte que se combinaient donc organisation administrative et organisation liturgique, puisque de fait, les prêtres, les fonctionnaires qui s'occupent de la bouffe, ils ont un rôle aussi pour les fêtes religieuses. Donc ceci pour dire d'ailleurs, Weber est en train d'introduire l'idée que le capitalisme, c'est pas une espèce de continuum. Le capitalisme, c'est quand on fait appel à l'entreprise rationnelle. Et que la caractéristique des sociétés modernes, c'est que c'est le moment où on se met à mettre de l'entreprise rationnelle partout. Mais il y avait avant, dans l'Antiquité, des secteurs de la vie sociale qui étaient le fait d'entreprises rationnelles et d'autres qui ne l'étaient pas. Quant à aujourd'hui, à la différence de ce qui s'est produit dans la plupart des époques passées, nos besoins quotidiens sont couverts de manière capitaliste, et ce sont nos besoins politiques qui sont couverts de manière liturgique, par l'accomplissement des devoirs civiques, service militaire, obligation de répondre à toute convocation comme juré, etc. Donc en gros, alors qu'est-ce qu'il veut dire ici par liturgique? Il veut simplement dire que la manière dont on couvre, la manière dont on a une relation aux politiques n'est pas une manière économique. Et la preuve étant, par exemple, que justement, quand vous êtes convoqué pour être juré d'un tribunal, ça peut vous arriver, puisque vous savez que sont jurés dans les procès de cour d'assises, puisque quand on est au tribunal d'instance, ce sont des juges professionnels qui jugent les délits. En revanche, pour les crimes, c'est le peuple français qui juge, et le peuple français délègue à un jury, ce jury étant constitué de citoyennes et de citoyens qui sont tirés au hasard sur les listes électorales. Donc ça peut vous arriver à partir du moment où vous êtes sur les listes électorales que vous soyez convoqué pour être juré. À ce moment-là, la preuve qu'on a un truc qui est... que la conception que le peuple français, en tant qu'il dicte des lois, donc la preuve que le peuple français a une conception de la politique et une conception de nature liturgique, et pas de nature économique, c'est que quand vous êtes désigné comme juré, vous ne pouvez pas vous défausser en disant « Attendez, moi j'ai autre chose à foutre, vous comprenez, je trafique de la drogue, c'est très important, je ne vais pas m'emmerder avec vos petites affaires, donc je vous donne 10 000 $ et puis vous me foutez la paix. » Non, ça ne marche pas comme ça. C'est de fait, vous avez l'obligation d'être là. Et
même si vous avez une obligation, alors, si vous avez une obligation médicale, d'accord, mais vos obligations professionnelles seront suspendues. Vous devrez participer au... Alors, la chance que vous avez, c'est que si vous avez entre 18 et 30 ans ou plus de 50 ans, de toute façon, vous serez récusé par les parties. Parce que l'avocat général, vous savez qu'en fait, on nomme 24 jurés et qui siègent pendant une période de 2 semaines. Et ensuite, pour chaque affaire, le procureur de la République, enfin l'avocat général et l'avocat de la défense ont le droit de récuser une partie des jurés. Il faut qu'il en reste 12. Et donc, de manière systématique, l'avocat général va récuser les jeunes parce que les jeunes ne sont pas assez durs. Et l'avocat de la défense va récuser les vieux parce que les vieux sont trop durs. Voilà, donc de fait, tant que vous n'avez pas entre 30 et 45, 50 ans, vous allez y échapper. Bon, mais donc ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on voit aussi, c'est par exemple qu'il y a des pays où c'est obligatoire de voter. Et si vous ne votez pas, vous avez une amende. Et alors, de fait, vous ne pouvez pas vous acquitter du non-vote en disant je paye. Et, non, non. Non seulement vous avez une amende, mais il y a un acte administratif qui vous sanctionne, qui dit que vous n'êtes pas un bon citoyen. Donc ce qu'on voit, c'est que le fonctionnement de la vie politique, il y a dans le fonctionnement de la vie politique, dans les démocraties, des aspects qui ne sont pas purement économiques. C'est-à-dire qu'on ne peut pas régler sur le mode « je m'affranchis de mon devoir politique par le paiement d'une somme forfaitaire ». Donc il reste des trucs d'engagement moral ou liturgique dans la vie politique, alors que la plupart des questions économiques sont effectivement réglées par des entreprises capitalistes rationnelles. Bon, cela étant, on ne peut pour autant dire de toute une époque qu'elle est typiquement capitaliste que lorsque la couverture des besoins est organisée de manière capitaliste dans une part telle que, en imaginant la disparition de cette part, nous obtiendrions tout simplement la réduction à néant de la couverture des besoins. Ça, c'est vrai de Max Weber, c'est qu'il fait de la philo. Il dit, mon concept de société capitaliste, qu'est-ce que c'est? C'est qu'une société capitaliste, c'est une société qui ne marche plus si vous enlevez la part qui est capitaliste. D'accord. Bon, alors concrètement, est-ce que la société chinoise aujourd'hui est une société capitaliste? La réponse est oui. Mais question numéro 2, est-ce qu'il y a des sociétés non capitalistes aujourd'hui? Je ne sais pas répondre. Bon alors, s'il est vrai que le capitalisme se rencontre sous diverses formes dans toutes les périodes de l'histoire, ce qui ne veut pas dire que toutes les sociétés sont des sociétés capitalistes. Ce qui veut simplement dire que dans toutes les sociétés humaines, dans toutes les organisations humaines, il y a des bouts de capitalisme. Le communisme chinois, c'est du symbolique. Pardon? Le communisme chinois, c'est du symbolique. Ah non, c'est pas symbolique. Le Parti communiste chinois a un pouvoir réel dans la société chinoise. C'est une société capitaliste. Oui. Le pouvoir politique est quand même en grande partie détenu par le parti. Mais ce qu'il y a, c'est quand même que, de fait, la production matérielle est organisée de manière capitaliste. Et alors après, je ne connais pas assez la société chinoise. Je ne sais pas dans quelle mesure le fait d'être un entrepreneur chinois qui a gagné de l'argent, ça permet d'avoir une place dans le parti. Je pense que ce n'est pas le cas. Je pense que le parti a sa propre histoire. Enfin, en gros, le parti a sa manière de valoriser les gens. Vous ne pouvez pas arriver au Parti communiste chinois en disant « Tiens, je vais te filer 1 milliard et puis tu vas me lire premier secrétaire de la région, je ne sais pas quoi ». Je pense que ça ne marche pas. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas donner 1 milliard au secrétaire de la région de je ne sais pas quoi et qu'il ne va pas être gentil avec vous. Ça, c'est une autre affaire. Mais pour autant, je pense que ça ne veut pas dire que le parti est incorruptible. Ça veut simplement dire que le parti, en tant qu'institution, récompense ses membres pour autre chose que des purs aspects économiques. Donc, il y a vraiment, comme une église, il y a une logique propre du parti. Et donc on ne peut pas dire qu'il y a un pouvoir qui n'est pas purement symbolique. Donc c'est pas purement symbolique, c'est autre chose, c'est la logique du parti. Mais il n'empêche que la Chine ne fonctionne, il n'y a plus à bouffer si on supprime l'entreprise privée. Voilà. Donc, s'il est vrai que le capitalisme se rencontre sous diverses formes dans toutes les périodes de l'histoire, la couverture des besoins quotidiens par sa voie n'est quant à elle propre qu'à l'Occident. C'est Weber écrit en 1900, d'accord. Et encore cette situation ne date-t-elle que de la seconde moitié du XIXe siècle. Tout ce que par ailleurs on rencontre dans les prémices capitalistes des siècles antérieurs n'a statut que de signe avant-coureur. Et même pour ce qui est des quelques exploitations de caractère capitaliste qui émaillent le XVIe siècle, on peut parfaitement essayer de les abstraire de la vie économique d'alors sans produire des modifications telles qu'elles vacillent sur sa base. On peut sortir les exploitations capitalistes de l'économie de l'époque sans que l'économie s'effondre.
Parce que concrètement, qu'est-ce qu'on a comme exploitation capitaliste? On a essentiellement, bon, les exemples qu'on donne toujours, c'est les mines d'or de Bohême, d'accord? Les mines d'or qui sont gérées par les fugueurs, de fait, c'est des entreprises capitalistes où il y a des salariés qui sont payés et où il y a une planification rationnelle de l'emploi des salariés. On fait un budget prévisionnel et puis après, on a un compte financier qui permet de voir combien on a fait de profit. Donc de fait, dès le XVIe siècle, on a des marchands qui organisent des exploitations capitalistes. C'est probablement aussi le cas de l'exploitation de Chypre par les Génois puis par les Vénitiens. Pourquoi? Parce que vous savez que c'est à Chypre qu'on exploite la canne à sucre. Oui, parce qu'en fait la canne à sucre, c'est pas du tout natif des Caraïbes. C'est natif, enfin, c'est venu par les Arabes, on les a prises aux Arabes, et donc on les a cultivées d'abord à Chypre, et ensuite c'est les Espagnols qui ont eu l'idée d'en planter aux Caraïbes. Voilà. Et donc l'exploitation de la canne à sucre par les Vénitiens, là ça fait aussi, alors, vous voyez, c'est des sociétés au sens moderne, des entreprises, des entreprises qui sont possédées par plusieurs personnes, et ça, pour ça, on sait qu'il y a de la planification économique. Bon, donc, on terminera sur Max Weber la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, ça va être un peu le mystère, c'est-à-dire que je ne sais pas s'il va y avoir cours. Il y a eu des traditions